Dans le plus célèbre des restaurants moscovites, le service du soir bat son plein. Mais c'est dans ces coulisses que se prépare un spectacle inédit, avec son chef en tête d'affiche. Tu vas ressembler à un livreur de pizza avec ça. Ouais, c'est vrai. Vladimir Mouchine, 36 ans, Passe-moi tes lunettes. a sorti le tablier des grands soirs. Un petit look Elton John? Non, c'est plutôt Elvis sur le retour. Merde, je vois rien avec ça. T'es une taupe, mec. Quelques minutes de détente avant d'entrer en scène devant ses clients les plus exigeants. Un dîner privé à 200 € par tête, hors alcool, la moitié du salaire moyen dans le pays. Je suis heureux de vous accueillir pour découvrir mon nouveau menu dégustation. Je l'ai appelé Contraste. Ce menu, c'est le mélange d'ingrédients surprenants, contrastés, une sorte d'alliance entre le yin et le yang. En 12 plats, Vladimir Mouchine et son équipe vont faire danser les contraires. La mer et la terre, avec ce corail d'oursin et une pomme de terre braisée. Le chaud et le froid. Là, ce sont deux types de caviar, avec de la Saint-Jacques et de l'aneth. Merci. Aux antipodes des stéréotypes de la cuisine soviétique, où choux et patates régnaient en maître. Et ça, c'est de l'éperlan au ketchup de concombre avec du radis. Régalez-vous. S'ils sont là pour bien manger, ses clients viennent aussi profiter du numéro du chef, en constante représentation. Steven, un Américain du Texas, en est à son 3e dîner chez Vladimir Mouchine. Je connaissais très peu de choses sur la cuisine russe. Je connaissais les holodets, les pelmeni, que les basiques que les grands-mères cuisinent. C'est tout. Mais lui, il a réussi à se libérer des vieux classiques et laisser aller son imagination. C'est époustouflant. Il arrive à réinventer l'ancien. Un chef qui n'hésite pas à faire imprimer en toute humilité la main de Dieu selon Michel-Ange sur ce millefeuille au chocolat et au caviar. Mon but, c'est faire de la cuisine russe une tendance gastronomique à part entière. Et moi, je veux devenir le meilleur chef du monde. Oui, et je le deviendrai. Un ovni dans le monde de la gastronomie. Un gourou des fourneaux. Et de sa propre com. Ça se mange en une bouchée. Commencez par le verre. Vladimir Mouchine a su se forger un statut de star. Une de magazines spécialisés. Masterclass aux 4 coins du monde. Intervention dans les plus grands talk-shows du pays. Mouchine est devenu très populaire en arpentant la Russie en quête de vieilles recettes. Des voyages où il se met en scène pour ses clips promotionnels, aux côtés de pittoresques babouchkas et de produits oubliés qu'il remet au goût du jour. Un patriote des fourneaux qui trouve un écho dans la Russie de Vladimir Poutine. Mouchine s'amuse à revisiter la gastronomie de son pays, intimement liée à l'histoire de sa famille. 4 générations de chefs l'ont précédé. Le petit déjeuner est l'un des rares repas qu'il partage encore avec sa femme Sofia et leurs 2 enfants. C'est pas trop lourd? Tu vas y arriver? Oui. Bien joué, Vic. T'es un bon assistant. Ce matin-là, Pose ça là, c'est très bien. Vladimir a invité son père, Goûte-moi ça, papa. Victor Mouchine, lui-même chef et restaurateur, toujours aussi ému par les souvenirs des débuts de son fils en cuisine. La première fois, il s'est retrouvé à la préparation des plats chauds. Il fallait faire cuire un steak. Je lui ai crié « Un steak, et vite !» Il était super content.
Il a posé la viande, il l'a retournée, il l'a servie. Et je me suis dit à ce moment-là, je n'y peux rien, c'est dans sa nature. Pas besoin de lui apprendre, de lui expliquer pendant des heures. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal que lui à mes débuts. Chez lui, c'était inné. Vladimir n'a alors que 12 ans, dans la petite ville de Yessentuki, au pied des montagnes du Caucase. C'est lui qui demande à son père, à droite sur la photo, de rejoindre le restaurant familial. Il y apprend à la dure et passe par toutes les étapes. Il fait la plonge et tous les lundis doit découper des bœufs de 500 kilos. Il travaillait avec un tablier en ferraille pour ne pas se blesser. Mais comme il n'était pas encore assez fort physiquement pour le job, il allait se faire mal avec le couteau. Ça m'a énervé. Alors j'ai pris mon couteau, je l'ai retourné côté manche et je lui ai donné un grand coup dans le dos. Il fallait qu'il comprenne comment bosser, qu'il devienne un homme, un vrai. Je me souviens de ses yeux qui se sont remplis de larmes. Il était en colère contre le bœuf, contre moi et contre son satané couteau. Il a commencé à trancher et les côtes de bœuf ont volé dans tous les sens. Rapidement, Vladimir trouve sa place et fait même de l'ombre à son père en imposant une nouvelle carte plus créative. Ambitieux, rebelle, il quitte sa ville natale à 18 ans pour monter à Moscou. Dans cette Russie post-soviétique, la capitale est alors en pleine métamorphose. Le nombre de restaurants passe de 150 en 1989 à 12 000 10 ans plus tard. Les Russes consomment, l'offre explose. Et pour se démarquer, Vladimir va très tôt faire le pari de la gastronomie russe. Bonjour, vous venez d'où? Du Mexique. Génial. Ça, c'est un truc bien de chez nous. Du lait au four avec de la guimauve, qu'on appelle pastilla en russe. Pastilla? Oh mon Dieu! Le tsar des chefs a établi son palais au 16e étage d'une tour. Sous cette grande verrière, dans une ambiance Alice au pays des merveilles. Un terrier chic pour ces lapins blancs qui ont donné leur nom au restaurant, le White Rabbit. Chef! Vladimir est aux petits soins, Elles sont super, vos lunettes. surtout avec les étrangers. Tiens, on fait un selfie avec le chef. Un selfie! Il représente 60% de sa clientèle. Un chef vedette dont les revenus sont maintenus secrets. Contrairement aux grands restaurants français, André, rajoute le parmesan, s'il te plaît. ici, il n'y a pas de midi ou de soir. Tu réfléchis trop longtemps. Le service est continu, de 12h à 2h du matin. Les 95 employés sont sous pression pour ne pas faillir à la réputation de l'établissement. Le seul en Russie a figuré depuis 5 années consécutives au 50 Best, le classement des 50 meilleurs restaurants du monde. Purée, vous êtes des cancres. C'est pas comme ça qu'on fait, les mecs. Passe-moi le caviar et un bol. Mouchine y figure à la 13e place. On passe à la mousse de chèvre. Moi, je suis le capitaine Nemo. Et ici, c'est un bateau pirate à 100%. Pas vrai? Ton risotto, là, il est en train de crever. Un rythme infernal pour assurer les 400 couverts de la journée. Et un capitaine pas toujours commode avec ses matelots. Bon, les gars, rassemblez vos esprits. Il faut bosser. David, mets tout le monde en rang. Oui, chef. Sinon, je vous renvoie tous chez vous. Plus vite. Ça, c'est pour la numéro 1. Oui, chef. Vous allez cuisiner comme si c'était la dernière fois. Il faut que ce soit très bon, c'est clair? Oui, Oui, chef. chef. J'espère bien. Les commis sont payés en moyenne 650 € par mois. Ce n'est pas la lune. Mais pour les plus jeunes, c'est une chance de se former auprès de Vladimir.
Tu mets les échalotes avec le thym d'abord et puis tu rajoutes le reste après. Sinon ta sauce, elle n'aura aucun goût, tu comprends? Parce que c'est dans le beurre qu'ils vont libérer leurs arômes. C'est la base. Si à seulement 36 ans, Mouhine a le vent en poupe, c'est grâce à son talent. C'est peut-être aussi un peu grâce au choix politique d'un autre Vladimir. Vladimir Poutine. Le président russe a imposé il y a 5 ans un embargo sur les produits occidentaux et de fait, contraint son peuple à manger local. Pêche espagnole détruite, fromage hollandais écrasé, pommes polonaises broyées. En 2014, le Kremlin met en scène la destruction de nourriture saisie à la frontière, comme pour montrer que la Russie n'a pas besoin de l'Occident pour se nourrir. Or, à ce moment-là, 40% des aliments consommés dans le pays venaient d'Europe. Il a fallu trouver des produits de substitution. Au départ, Moscou se rabat sur des importations en provenance d'Asie ou d'Amérique latine, faisant exploser les prix à l'achat. L'inflation frôle alors les 50% pour des aliments de base comme le chou. Mais en quelques années, les étals des marchés se remplissent de produits 100% russes. Là, elles font des pelménis et d'autres trucs intéressants. Des marchés comme le Danilovski, un des plus anciens de la capitale. Et vous, vous travaillez depuis combien de temps? Depuis 30 ans. 30 ans déjà? Elle en a vu des perestroïkas. Ça, ce sont des tiges d'ail sauvage. Et quand ils poussent, on les coupe pour les mariner au sel. On appelle ça de la tcheremcha, un produit très cool. Même s'il n'est pas un supporter fervent de Poutine, Vladimir lui aussi est devenu dans son domaine un défenseur des traditions russes et d'un certain retour aux sources. À l'époque soviétique est arrivée la mayonnaise. Et elle a tout gâché. Tout a été mélangé à la mayo et uniformisé. Tous les plats sont devenus similaires, gras, lourds et dégoûtants. Et à l'étranger, les gens ont commencé à se faire à l'idée que c'est ça la cuisine russe. Un truc totalement indigeste. Mais pas du tout. Ma mission, c'est de revenir au vrai goût russe. Déjà avant l'embargo, le jeune chef travaillait surtout avec des petits producteurs russes. Depuis, il a encore élargi son réseau. Quelques jours plus tard, à 1000 km de Moscou dans le sud du pays, il visite la ferme d'un nouveau fournisseur. Regarde. Elle est là, l'asperge. Avec Anatoly Kazakov. Oui, c'est très bon. Un ami. Carrément bien. Lui aussi chef cuisinier. Tiens, voilà le fermier. Et l'asperge blanche, elle est où? Elle est juste là. Yuri Malik fait pousser des asperges depuis 3 ans. Un légume qui avait totalement disparu pendant la période soviétique. Aujourd'hui, il en produit près d'1 tonne par an. Au début, on avait planté un peu d'asperges juste pour nous, mais on a tout perdu. Ensuite, je suis allé en Italie et j'ai ramené des semences, et là, ça a pris. C'est vraiment top. Là, on va se diversifier. On va planter du chou violet. Génial. Et vous en aurez dès cette année? Parce que je suis prêt à tout vous prendre. Ouais, et moi aussi, moi aussi. Vous savez, je peux tout faire pousser, à condition d'être sûr de trouver preneur. Yuri, vous avez votre propriété, vous venez de vous lancer dans l'agriculture. Oui, on commence à peine. Et est-ce que l'État vous soutient? Est-ce que vous avez des aides? Dieu m'en préserve, qu'il ne se mêle pas de mes affaires. Ouais, dans ce pays, quand le gouvernement commence à soutenir quelque chose, c'est que ça va mal. Mon grand-père me disait, il y a 3 choses à ne pas faire dans la vie. Flirter avec l'État, se moquer des handicapés et draguer des connes. Et tout ira bien pour toi. Depuis l'embargo, des petits producteurs ont bien reçu des aides sous forme de subventions à l'achat d'équipements, de prêts bon marché. Quelques 30 milliards d'euros pour soutenir l'essor de la filière. Mais Yuri, lui, n'a pas attendu pour se lancer dans la production patriotique. Dès 2013, sa famille a repris ses 30 hectares de vignes et produit aujourd'hui près de 100 000 bouteilles par an.
C'est quoi le cépage? Sibir Kovoye. Un classique de la région. Yuri propose des vins pétillants, mais aussi du blanc et du rouge. Des vins qu'on trouvera bientôt à la carte du White Rabbit. Pour Katia, sa fille en charge des ventes, travailler avec ses grands chefs est en quelque sorte une preuve d'amour à son pays. Ce n'est pas juste une question de prestige. Pour moi, c'est aussi une question de fierté nationale. J'aurais pu suivre le chemin de beaucoup de mes amis qui sont partis vivre à l'étranger. Moi, je suis restée parce que je veux défendre les produits russes. Je veux qu'ils soient connus et respectés dans le monde entier. Et pour cela, le rôle de Vladimir et ses collègues est important pour nous. C'est un honneur. Boire russe, manger russe. Des régions à la capitale, c'est une tendance lourde. Le groupe de restauration qui possède le White Rabbit a ouvert 22 autres établissements. Mouhin y est responsable des menus, mais aussi de la formation en continu des équipes. Ce jour-là, Salut tout le monde. il vient les entraîner pour qu'ils rayonnent à l'international. Vladimir préside le jury d'un concours de pâtisserie entre employés. Coucou tout le monde. Dites bonjour à la caméra. Un concours retransmis en direct à ses 150 000 abonnés sur Instagram. Alors, vous faites une rose d'avocat pour votre dessert? Oui, Vous êtes chef pâtissier ou pâtissière? juste pâtissière. Mon chef est venu me soutenir aujourd'hui. Oui, je vois ça. Ça a l'air top, les amis. Sauce tomate, avocat, avec une glace à la noix de coco. Pas mal. Chacun leur tour, les jeunes tentent d'épater leur mentor. La présentation rappelle la tranche de pain beurré. Bonne idée. Mais pour eux, c'est avant tout un entraînement en vue des grands concours de cuisine internationaux comme le championnat du monde de pâtisserie. Ils doivent se faire connaître et aussi faire connaître notre cuisine russe à l'étranger. Ils doivent pouvoir représenter notre pays. C'est une grande responsabilité parce que s'ils ne le font pas, les gens vont continuer à croire qu'en Russie, les ours se baladent en pleine rue et jouent de la balalaïka. Et je vous jure que c'est encore ça. Il y a 3 ans, j'étais en Australie à Perth et une journaliste très célèbre m'a demandé « Qu'est-ce que vous mangez en Russie, de l'ours ?» J'ai rigolé et je lui ai dit « Et vous, vous mangez du koala tous les matins ?» Et le vainqueur est... Victoria, 23 ans, remporte 50 000 roubles, 700 €. Victoria, merci beaucoup. Un sacré coup de pouce pour cette jeune fille Tu as vraiment assuré. que Vladimir rêve de voir gagner ses galons hors des frontières de son pays. Félicitations. Pour exporter la cuisine russe à l'étranger, Mouhin organise même plusieurs fois par an des rencontres gastronomiques internationales très courues. Mesdames et messieurs, nous mettrons 1h45 à rejoindre Rostov-sur-le-Don. Il y réunit les fines gâchettes de la cuisine mondiale. Le Suédois Magnus Nilsson, 2 étoiles au guide Michelin. Les Italiens Nino Graziano et Pino Cutaya, aussi doublement étoilé. Pino, prends ton flingue. Quelques rafales. Levez vos armes, les gars. Avant le coup de feu. Ça fait un peu Al-Qaïda. Dans ce domaine privé, au bord de la rivière Manitch, un affluent du Don, les chefs vont passer 4 jours à cuisiner non-stop. Tous les clients qui vont arriver vont entrer par là pour manger un premier morceau. Ils ont atterri aujourd'hui. Vladimir, explique-moi. C'est quoi le concept de l'événement? C'est quoi le message pour les journalistes et les invités? Pourquoi je fais ce festival?
L'idée, c'est d'inviter des gens comme vous, des chefs étrangers du monde entier, pour qu'ils goûtent les produits russes et les cuisinent à leur manière. C'est ça mon objectif. C'est une nouvelle page de l'histoire. Ça fait seulement 20 ans que vous cuisinez. On est heureux de vous aider un peu. Les Italiens sont aussi particulièrement heureux de profiter de ce premier buffet. Des spécialités comme le bambou mariné de Sochi ou ses petits toasts. Pain noir au lard salé et caviar d'esturgeon. J'ai déjà goûté ça. Un caviar que Nino et Pino vont tartiner sur à peu près tout et n'importe quoi. Ça, c'est la combinaison parfaite. Le caviar. J'en mets juste un tout petit peu. Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu. Et après, on mange la spécialité russe, le pirachki, avec la massa, avec la viande. Fantastique. Kapusta. Encore. Aux cultures qui se mélangent. À l'Europe et à la Russie. Les Russes nous ont contaminés. Alors qu'en cuisine, les sous-chefs et les commis s'activent pour les préparations du dîner d'ouverture du festival. Vladimir, son ami chef Anatoly et Magnus le Suédois partent pour une petite sortie en plein air. Anatoly cherche des plantes comestibles pour agrémenter un de ses plats. Ici, des fleurs de petits pois sauvages. La gastronomie, c'est toujours un peu d'improvisation. Les produits sont toujours différents. Notre rôle, c'est de trouver des choses nouvelles, de bonnes combinaisons, un équilibre. Regardez, il y a du blé, des fleurs sauvages. Bon allez, on y va. Du champ, directement à l'assiette. Car après tout, ils sont tout de même venus là pour travailler. Tout le gratin moscovite a fait le déplacement. Hommes et femmes d'affaires, restaurateurs et critiques culinaires. 72 personnes qui ont déboursé 5 000 € minimum pour participer à ce festival et goûter leur cuisine pendant 4 jours. Tout le monde est là? En coulisses, l'équipe n'a que 4 minutes pour dresser 72 assiettes. On se met là-bas. On sépare les zones de travail. On met rien au bout. Tout va partir d'ici et on prépare là. Zone 1, 2, 3. Et vous les filles, allez au fond là-bas. C'est parti. Et les mecs, qui nettoie les assiettes? Le dîner, accompagné d'un spectacle de danse et de théâtre, va durer plus de 4 heures. En 6 plats et 3 desserts. Comme ces fraises des bois, au caviar toujours. C'était cosmique, complètement irréel. La mise en scène à chaque arrivée de plat était magique. J'en ai pleuré à la fin, tellement j'étais émue. L'atmosphère est dingue. Tous les gens ici se comprennent. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Venez les garçons, venez ici. Une expérience culinaire unique que Vladimir Mouchine compte utiliser pour aider la cuisine russe à conquérir le monde. Il a déjà ouvert une table à Dubaï et a d'autres projets d'expansion. Quant à sa réputation, elle n'est plus à faire. Il a bel et bien gagné sa place dans le sérail des grands chefs. Selon la légende, quand on traverse ce pont pour la première fois, il faut retenir sa respiration et faire un vœu. Vous êtes prêtes? Ces touristes américaines et australiennes ne sont pas là ce soir pour arpenter les rues,
ni les musées de Lima. Bonsoir, comment allez-vous? Elles vont explorer ces restaurants. Maintenant, vous allez voir la préparation d'un de nos plats les plus célèbres, le ceviche. 4 heures de circuit pour 80 €, avec au menu une dizaine de spécialités locales. Alors vous avez du sel, de la coriandre et du piment. Vous commencez peut-être à sentir les arômes? Il y a du citron vert, beaucoup de jus. Le ceviche est presque prêt. On fait un petit Machu Picchu dans l'assiette. C'est exactement comme je l'imaginais. Elle m'a tanné avec ça toute la semaine. Comment ça va tout le monde? Au restaurant suivant, le lomo saltado. Du bœuf mariné et sauté au wok avec tomates, poivrons et oignons. Et plus surprenant, ces brochettes de viande, les anticuchos. Vous voulez savoir ce que c'est maintenant ou après? Maintenant. C'est du cœur de bœuf. Vous voulez toujours goûter? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je me prépare. Je m'attache les cheveux. Je vais peut-être me mettre à transpirer. Ça me plaît. Ça a le goût de steak, mais en plus ferme. Les origines des anticuchos remontent à l'époque de l'esclavage. Les maîtres se réservaient les meilleures parties du bœuf et laissaient aux esclaves les organes et les morceaux les moins nobles. Lourdes travaille pour une agence spécialisée dans les tours gastronomiques. En haute saison, elle organise jusqu'à 200 circuits par mois. Ils sont toujours complets. Certains touristes viennent au Pérou uniquement pour goûter notre cuisine. Ils me disent, on est là que pour 3 jours, je ne veux pas perdre une minute, je suis venu pour manger. Peut-être que la prochaine fois, je visiterai le Machu Picchu. Mais cette fois, ce sera seulement Lima. Pour finir, le pisco sour. Un cocktail à base d'alcool de raisin, de citron vert, de sucre et de blanc d'œuf. Une autre fierté nationale. Le meilleur restaurant du monde est Central. En juin dernier, l'établissement d'un jeune chef péruvien, Virgilio Martinez, rafle la première place au 50 Best. Un classement qui récompense les 50 meilleurs restaurants de la planète. 3 autres tables de Lima figurent au même palmarès. Le monde s'enthousiasme pour cette cuisine foisonnante, à base de poissons, fruits de mer, piments, racines, tubercules. À l'image de la grande biodiversité du Pérou, du Pacifique aux Andes jusqu'à l'Amazonie. Des chefs créatifs, modèle de réussite pour les jeunes péruviens. 60 écoles de cuisine ont fleuri dans le pays. Il y en a 2 fois plus qu'il y a 10 ans. À l'origine de ce bouillonnement culinaire, un restaurant historique de Lima. Astrid et Gaston. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que vous avez fait votre choix? Ou je vous laisse un peu de temps encore? Astrid, c'est elle. Le poulpe est délicieux. Cette pâtissière d'origine allemande a créé cette institution en 1994 avec son mari, le chef péruvien Gaston Acurio. C'est Alain Ducasse qui nous a offert ce coq pour les 25 ans du restaurant. Et à chaque fois qu'il vient, il est très charmant. C'est un amour. C'est le premier établissement à avoir gagné une renommée mondiale en cuisinant des spécialités du pays. Ici, si un Péruvien goûte n'importe quel plat les yeux bandés, même si ce n'est pas la recette classique, parce qu'on fait quand même une cuisine plutôt contemporaine, eh bien, il reconnaîtra une saveur qui lui est familière, typiquement péruvienne. On y va, allez, allez.
Des saveurs des quatre coins du Pérou. La sauce du cabri, s'il vous plaît. Comme le cabri au thym et le riz au canard. Des spécialités du Nord. Ou encore le tiradito, un plat de poisson mariné, cousin du ceviche. Les recettes ont toutes été créées par le mari d'Astrid, Gaston Acurió. Devenu une star dans son pays, le chef n'accorde plus aucune interview depuis 7 ans. 1993, le jour de notre mariage. Astrid et Gaston se sont rencontrés à Paris, à l'école de cuisine Le Cordon Bleu. Gaston est le fils d'un ancien ministre du Pérou. Le couple ouvre à Lima un restaurant français où il introduit progressivement des plats locaux. En 2003, grâce à une émission de télévision, Gaston Acurió devient le porte-étendard de la gastronomie de son pays. J'adore. Dans Aventure culinaire, le chef parcourt le Pérou à la rencontre de producteurs et de restaurateurs. C'est quoi votre secret? Un bon poisson frais. Ah, du poisson frais. Grâce à lui, les Péruviens prennent alors conscience de la richesse de leur cuisine. Ça, c'est le texte d'un discours très célèbre que Gaston a donné à l'université de Lima. Pour la première fois, un Péruvien disait à ses concitoyens « Notre pays est incroyable, plein d'opportunités ». Il leur disait « Ne partez pas, il reste plein de choses à faire. Ayez la foi, on va s'en sortir. Nos produits sont les meilleurs et ils ont un potentiel incroyable. » J'ai des frissons rien que d'en parler. C'était un discours tellement émouvant, tellement beau, que tout le monde en parle encore aujourd'hui. Le génie de Gaston osait proposer des spécialités régionales, parfois déroutantes, comme le couille. C'est du cochon d'Inde, le couille. Ernesto est un des chefs qui a repris le flambeau. On l'a fait cuire à la vapeur pendant 12 heures, à 65 degrés. Ça donne une viande très tendre. Et en même temps, la peau reste croquante. C'est l'un des premiers plats qui a permis de casser les codes. Parce que le cochon d'Inde, ça faisait un peu peur aux gens. On a réussi à rendre ce produit plus alléchant. Servi sur une crêpe de maïs façon tacos, le couille est même devenu un des best-sellers du restaurant. Et voici le tacos de cochon d'Inde de la Cordillère des Andes. À manger avec les doigts. Comptez en moyenne 80 € le repas. C'est un lieu emblématique. La nourriture est bonne, le service est excellent, il y a l'ambiance aussi. Cette maison a vraiment une âme et chaque personne qui y travaille apporte beaucoup à notre gastronomie. Gaston a créé 70 restaurants à l'étranger, de Dubaï jusqu'en Suisse, en passant par Paris, exportant dans le monde entier les saveurs de son pays. Sa renommée a aussi ouvert de nouveaux horizons aux jeunes Péruviens de conditions modestes. Comme Brans, 22 ans. Sa passion pour la cuisine et sa planche de salut. Cet étudiant en gastronomie a grandi au milieu des bidonvilles de Ventanilla, au sud de Lima. Ici, un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 3 $ par jour. J'ai toujours pensé qu'il fallait que je parte d'ici, parce que je n'aime pas cet environnement, ça ne me plaît pas. Alors je me répétais tout le temps, tu dois partir, tu dois étudier, être le meilleur et gagner de l'argent. Maman, qu'est-ce que tu cuisines aujourd'hui? Un ragoût de porc. Dès qu'il a du temps libre, Brans vient aider sa mère Yolanda, qui tient une soupe populaire. Le menu coûte 70 centimes d'euros. C'est une magicienne de la cuisine. Par exemple,
avec une boîte de thon et de l'avoine. Elle vous fait une tortilla et c'est toujours bon. Il y a des cacahuètes? Oui, donne-moi de l'eau. Dans la famille, on a toujours gagné sa vie en cuisinant. Les grands-parents de Brans tenaient une boulangerie dans le quartier. Je me souviens quand on se réunissait avec mes parents pour faire du pain. Brans adorait être au milieu de nous, pour bien voir comment on faisait la pâte et tout. Déjà à l'époque, il avait ce don. Tu as déjà eu ta soupe? Non. Eh bien la voici. Et ton plat de résistance arrive. Grâce à sa passion, Brans espère offrir à sa famille une vie meilleure. Ses parents gagnent à eux 380 € par mois. 100 € de moins que le salaire moyen au Pérou. Il va y arriver. Il est ambitieux. Il en veut toujours plus. L'étudiant travaille d'arrache-pied, même pendant les vacances scolaires. Qu'est-ce qu'on doit acheter déjà? Alors, les légumes. Avec ses camarades d'école, il se perfectionne en créant de nouvelles recettes. Je connais une fille là-bas, elle vend de tout. Elle est où? De l'autre côté. Pour leurs ingrédients, les apprentis cuisiniers ont l'embarras du choix. Le Pérou possède 650 espèces de fruits, pour la plupart d'Amazonie. Une des plus grandes variétés au monde de poissons et de fruits de mer. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Donnez-moi, s'il vous plaît, du piment rocoto. On y trouve aussi 4000 variétés de tubercules. C'est le pays d'origine de la pomme de terre, importée en Europe au XVIe siècle par les Espagnols. C'est combien le maïs? 2,50. J'en veux juste un peu. Le maïs est un autre ingrédient incontournable, tout comme le piment. C'est du piment jaune. Au Pérou, on a l'habitude de manger pimenté. Pas autant qu'au Mexique. Là-bas, c'est vraiment très piquant. Mais nos plats sont quand même relevés. Les étudiants veulent revisiter un plat typique de la côte. Allons aux fruits de mer. Le riz aux fruits de mer, qu'ils accompagneront d'un ceviche. Mais la facture peut vite grimper. On prend aussi des moules? Ah oui, des moules. Elles sont fraîches? Oui, une douzaine? Oui. On n'a pas beaucoup d'argent. Donc on cherche toujours les prix les plus bas. Là, c'est cool, elle nous a offert des algues. On essaye toujours de négocier avec les vendeurs. Brans et ses camarades étudient dans une école de cuisine qui a changé la vie de centaines de jeunes des quartiers pauvres de Lima. L'Institut Pachacútec, une oasis à 1 heure de la capitale, créé il y a 17 ans par le célèbre chef Gaston Acuryo. Grâce aux subventions d'entreprises privées, Brans ne paie ici que 30 € par mois de frais de scolarité. Un presse-agrumes pour les citrons. C'est 10 fois moins que dans les autres écoles de cuisine du pays. Il faut autre chose? Des saladiers? Quand j'ai découvert les résultats de l'examen d'entrée, j'ai dit « Maman, je suis admis ». Elle m'a dit « Quoi ?»« Oui, je suis pris ». Et je me souviens que j'ai commencé à pleurer parce que c'était une joie énorme. Si je n'avais pas été admis dans cette école, j'aurais sûrement fini pêcheur ou alors à travailler sur les marchés, à porter des sacs. Il faut que ça boue avant d'ajouter le maïs. Les 3 amis ont fait partie des 25 élus sur 500 candidatures. La gastronomie a un grand pouvoir, celui de faire tomber les barrières, d'effacer les différences socio-économiques et d'offrir des opportunités à n'importe quelle personne. Si tu aimes cuisiner,
Alors, bienvenue à toi. On le met comme ça ou comme ça? Bah, de façon à recouvrir tout le riz. C'est réussi. Niveau présentation, Brans a encore quelques progrès à faire. C'est délicieux. Avant d'égaler les étoiles montantes de Lima. Des artistes de la haute gastronomie. On va mettre ça là. Comme le chef Reime Pezake, 44 ans. Elles sont nouvelles? Oui, elles viennent d'arriver. Tu as reçu quoi d'autre? On a les piments? Oui, chef. Il s'est formé dans des restaurants triplement étoilés en Europe avant d'ouvrir sa propre table. On a fait une poudre à partir de pommes de terre déshydratées. Il cuisine uniquement des produits péruviens, même les plus rustiques. C'est la première étape de notre menu dégustation, des tubercules. Ça peut vous paraître basique, mais il faut savoir les mettre en valeur. Il faut pouvoir mettre sa créativité au service de produits aussi simples, et c'est ça qui est difficile. Ici, le dressage de chaque bouchée est un travail d'orfèvre. Et regardez, c'est une coquille Saint-Jacques enveloppée dans son corail déshydraté. Ça brille. Lorsque tu la vois comme ça, on dirait de l'art. Un diamant qu'on va poser sur une bague. Une expérience autant visuelle que gustative. Son menu à 230 € se veut un voyage en 12 étapes à travers les différents écosystèmes du Pérou. Tarte aux tubercules des Andes, lamelle de poisson-chat du Pacifique et sa sauce à base de jus de manioc, ou encore émulsion d'argile, cacao, café et fruits d'Amazonie. Je pense que le monde nous regarde depuis déjà un bon moment, mais nous allons avoir encore besoin d'un peu de temps pour conquérir la planète avec notre gastronomie, comme l'ont fait d'autres pays. Nous sommes sur la bonne voie. On envoie 13 salades de nouilles, 2 tiraditos de limande, 4 gâteaux de pommes de terre et un ceviche, s'il vous plaît. Brans, l'étudiant, rêve lui aussi d'imprimer sa marque. En parallèle de l'école, il travaille depuis 1 an chez Astrid et Gaston. Une corbeille de pain, s'il vous plaît. Il est déjà sous-chef, gagne 500 € par mois et dirige 10 cuisiniers. Mais ses ambitions vont bien au-delà. J'aimerais partir à l'étranger et emporter la cuisine de ma famille, les recettes traditionnelles du nord du Pérou, tous les plats que j'ai appris de ma grand-mère, de mes tantes, de mes grands-parents. J'aimerais aller dans un autre pays et leur dire « Regardez, je vous apprends à cuisiner ça, et vous m'apprenez à cuisiner autre chose. » Ce serait un échange entre nos cultures. Sur les 360 diplômés de son école de cuisine, près d'un quart a décroché un poste à l'étranger. Il est 17 h. Chez Monsieur Chin, c'est bientôt l'heure de l'apéro. C'est pas encore ouvert et ça sent déjà très bon. Regardez la belle couleur rouge. Ça, c'est un scolopendre, un gros scolopendre. C'est vous qui l'avez attrapé et décortiqué? Oui, c'est moi. Il trempe là-dedans depuis 3 ans. Et vous l'avez attrapé où? Je l'ai capturé derrière la maison, il traînait dans mes pots de bonsaï. Est-ce qu'en essayant de l'attraper, il vous a mordu? Oui, il m'a mordu. J'étais tout gonflé pendant 3 jours. Dans ce bocal, il y a aussi des scorpions géants, quelques serpents et des fruits du verger de Monsieur Chin. Une mixture qui macère dans de l'alcool de riz. Ça a quel goût?
C'est sucré. Ça a le goût des bêtes qu'il y a là-dedans. C'est bon pour la santé si on en boit tous les jours? Oui, mais attention, un seul verre par jour. Au Vietnam, il faut goûter. C'est une marque de respect. C'est Jeannot, notre traducteur, qui commence. Encore un dernier verre? L'histoire se passe à Ho Chi Minh City, la plus grande ville du Vietnam, plus connue sous le nom de Saigon. Le poumon économique du pays, une métropole en pleine mutation. À 2 pas des immeubles ultramodernes, le vieux quartier chinois. Ici, on peut encore trouver des magasins qui proposent de drôles de produits. Des bocaux de toutes les tailles, remplis de bestioles aux vertus médicinales. Qu'est-ce qu'ils font de tout ça? Ils soignent des maladies. Quel genre de maladie? Ah, ça on ne sait pas. Vous ne savez pas? Non. Il y en a une qui sait, c'est la guide qui accompagne le groupe. Là, c'est le gros lézard. Et c'est bon pourquoi? Ça rend les hommes forts. Ça rend les hommes forts? Ouais. Et pas les femmes? Non, pas pour les femmes, pour les hommes. Si vous aimez votre femme, alors vous devez goûter quelque chose comme ça. Des lézards, des scorpions, mais aussi des espèces en voie de disparition. Comment et pourquoi consomme-t-on ces animaux au Vietnam? Beaucoup d'entre eux sont venimeux. Pour les trouver, il faut faire des kilomètres, direction la route du Sud, à environ 2 heures de Saigon. Au beau milieu de nulle part, une ferme d'élevage, tenue par des militaires. C'est étonnant, mais officiellement au Vietnam, ce sont eux qui ont le monopole du business de l'alcool de serpent. C'est Monsieur Thi Vien qui est responsable des reptiles. Chaque jour, ils préparent leur repas. Ça, c'est notre réserve de petits serpents. On les donne à manger aux cobras. Dans un autre bassin, de magnifiques bébêtes, couleur vert fluo, dont il faut se méfier. D'ailleurs, un panneau met le visiteur en garde. Le venin du serpent vert est un des plus toxiques qui soit. Si on se fait mordre, cela attaque le système nerveux et ça provoque des paralysies respiratoires. Si on ne fait rien, la partie mordue se gangrène et la seule solution, c'est l'amputation. Ça, c'est l'une des variétés de serpent vert. Le plus dangereux, c'est celui à queue rouge. On les élève ici pour fabriquer du sérum avec leur venin. C'est l'antidote en cas de morsure. Ce matin-là, opération délicate. L'extraction du venin du serpent vert. Tiens-lui bien la tête. Cette quantité de venin peut tuer une personne de 60 kilos. Dans la ferme, il y a aussi le cobra royal. Avec le mamba noir africain et le taipan d'Australie, c'est l'un des serpents les plus dangereux du monde. Un animal fascinant, reconnaissable à son cou, qu'il gonfle lorsqu'il est prêt à attaquer. Une fois qu'ils ont atteint une taille raisonnable, les cobras sont prêts pour passer entre les mains du docteur Wang Chung. 2 fois par semaine, il est chargé, avec une rigueur toute militaire, de faire rentrer les reptiles fraîchement tués dans une petite bouteille. Et il faut faire très attention à ne pas les abîmer. Une fois le serpent à l'intérieur, il ne reste plus qu'à remplir avec de l'alcool de riz. Cette boisson est bonne pour les personnes âgées. C'est bon pour la santé,
Ça soulage les douleurs musculaires. Il faut laisser macérer 100 jours et après on peut en boire. Il faut mettre du liquide jusqu'en haut pour que le serpent ait l'air plus gros. Sinon ça fait tout rikiki. Rien de très scientifique dans tout cela. C'est surtout du business. D'ailleurs, la mixture du docteur termine dans la boutique, à l'entrée de la ferme. Sur les étagères, on trouve aussi en bouteille le fameux serpent vert, très venimeux. Et pour ceux qui ne supportent pas l'alcool, il y a de nombreuses manières de profiter quand même des vertus médicinales des serpents. Ça, c'est du baume de serpent, c'est bon pour les muscles. Dedans, il y a de la chair et de l'os de serpent. Il faut le mélanger avec un demi-litre d'alcool ou de miel. Avec la graisse du python, on a fabriqué cette pommade contre les brûlures légères. Et pour ceux qui ont une peau sèche, ça protège contre les gerçures. Et puis, il y a aussi le produit phare de la boutique, le Cobratox, une pommade célèbre dans tout le pays et fabriquée ici. Ça, c'est une pommade qui soigne les rhumatismes et toutes les douleurs musculaires. Dedans, il y a du venin de cobra. Il faut étaler sur la peau en cas d'inflammation articulaire ou de douleurs musculaires. Attention, en grande quantité, ça pourrait être dangereux pour la santé. Mais là, il y en a juste assez pour chauffer les muscles. Une ferme d'État avec des serpents d'élevage. Ici, tout est légal. Mais au Vietnam, il y a aussi des animaux en voie d'extinction qui sont quand même chassés malgré l'interdiction. Des arbres et une rivière, c'est l'endroit préféré des cobras. Nous sommes en pleine campagne et dans la tradition paysanne, on chasse le serpent. Voici Monsieur Dat, chasseur, de père en fils. L'homme porte des lunettes noires pour se protéger, car le cobra que l'on trouve ici peut cracher son venin à plus de 2 mètres. Une seule goutte de venin dans les yeux, et Monsieur Dat serait aveugle. Comment vous faites pour l'attraper? Avec des gants et un grand bâton pour lui prendre le cou. Je lui bloque la tête pour qu'il ne puisse pas cracher son venin. Faut le manipuler soigneusement pour ne pas le blesser, sinon on ne peut plus le vendre. Pour attraper ce serpent, c'est très difficile. Quelquefois, il faut plusieurs jours avant d'en trouver un. Mais son ami Bai a failli se faire mordre la veille. Il y a donc un cobra qui traîne dans les parages. Ici. Le voilà, le serpent. On dirait même qu'il y en a 2. Écartez-vous. Coup de chance, ce cobra est en train de muer. Aujourd'hui, il est plutôt calme. Retour à la maison, la chasse a été bonne, tout le monde est content. Aujourd'hui, Monsieur Dat a attrapé 2 serpents verts, et 2 cobras qu'il va pouvoir vendre à un restaurant. Et un cobra, ça peut nourrir toute une famille. S'ils sont petits, qu'ils font moins de 1 kg, on les vend à la pièce, jusqu'à 30 € le cobra. Pour les grands, c'est entre 40 et 80 € le kilo. Au Vietnam, le commerce des animaux bat son plein. Qu'elles soient à 2 ou 4 pattes, ici on consomme presque toutes les bestioles. Dans l'arrière-cuisine d'un restaurant, une livraison. Dans ce sac vert, une bête de 4,3 kg. C'est un lézard géant, un varan tout excité qu'un chasseur vient d'apporter. Il arrive tout frais de la frontière cambodgienne. Ici, c'est un mets très prisé. Des clients l'ont commandé depuis 3 jours. En toute discrétion, car l'animal est protégé. Il faut compter 1 heure pour le vider et le préparer. Ensuite, il sera conservé dans l'alcool jusqu'au dîner. À l'étage du dessus, la salle du restaurant. Et là, c'est l'armoire magique. Dans ces bocaux,
On trouve, outre les serpents, des chauves-souris, des testicules ou des têtes de serpent, une sorte d'alcool de riz arrangé préparé par le patron. Vos clients, ils préfèrent quoi? Ce qui marche bien, c'est l'alcool de cobra, les testicules de serpent, et puis aussi les pattes d'ours, les abeilles et les hippocampes. Le plus cher, c'est lequel? C'est les pattes d'ours. C'est 4 €, le verre de 25 centilitres. La nuit tombe à 18 h. Ici, on dîne très tôt. Dans ce restaurant chic, une famille vietnamienne au grand complet a réservé depuis plusieurs jours. Il faut dire qu'ici, le menu a de quoi étonner. Ces plats, vous ne les verrez pas dans les restos vietnamiens en France. Sur la carte, on trouve du chon, en français des côtelettes de renard. Mais il y a aussi du pangolin, un petit animal à écailles, une espèce menacée de disparition et protégée par la Convention de Washington. Il est strictement interdit de le chasser et a fortiori de le manger. Mais au Vietnam, tout le monde s'en moque. Dans le menu, on trouve aussi de la tortue, de la salamandre, du porc-épic ou de la chauve-souris. Ici, fraîcheur garantie, le patron présente tous les animaux vivants avant de les servir. Qu'est-ce que c'est comme serpent? C'est un cobra. C'est dangereux, ça? Oh là là, très dangereux. Ça peut tuer quelqu'un si on ne savait pas attraper. Tellement dangereux que l'an dernier, l'ancien patron s'est fait mordre en plein service. Il est mort devant ses clients en manipulant la bête. Du coup, maintenant, c'est le cuisinier qui s'en occupe. Avant de le passer à la casserole, il y a un petit rituel. Âme sensible, s'abstenir. Il est en train de saigner le cobra. Le sang mélangé à de l'alcool, c'est très bon pour la santé. Ça rend la peau plus lisse, ça met de bonne humeur, ça donne une belle peau, surtout pour les femmes. Faut en boire une fois par semaine ou par mois? Tous les jours avant le repas, vous prenez un verre comme celui-ci. Un verre comme celui-là? Exactement. Pour la touche finale, la serveuse presse de la bile de serpent dans la mixture. Monsieur Tai, 76 ans, croit beaucoup aux vertus aphrodisiaques du produit. Voilà, si quelqu'un qui a 80 ans, il peut faire tous les jours un petit verre comme ça, alors il peut se remarier et retrouver la deuxième jeunesse. C'est vrai? Voilà. Et vous, vous pensez que c'est vrai? Je ne sais pas, je n'y crois pas trop, mais qui sait? C'est le meilleur que le grenadine. Dans la cuisine du restaurant, on s'affaire à préparer les petites bêtes. Après avoir été bouilli, le cobra est découpé en lamelles. Il est ensuite sauté au wok avec des légumes frais croquants. En entrée, ce sera des petites salamandres. C'est très bon sur un lit de cacahuètes avec un petit goût de grenouille. Et puis le fameux varan qui est arrivé tout frais du matin. Ça y est, le repas est prêt. On commence par la tortue. Certains convives sont un peu hésitants. On va goûter. On dirait du poulet. C'est quoi ça? Ils ont de la tortue. Oh. Le pied de la tortue. Ça se mange aussi, ça? Bien sûr, on mange tout, mais je vous montre le pied de la tortue, les pattes. Les pattes? Oui, les pattes de la tortue. Alors, c'est bon? Elle aime bien? Elle a l'air de beaucoup aimer ça, la tortue. Cobra sauté à la citronnelle. Salamandre sur son lit de cacahuètes. Les plats s'enchaînent. Pour l'équivalent de 30 €, ici une petite fortune, on peut goûter 5 ou 6 animaux différents. Un repas pantagruélique qui dure en général 3 heures.
On approche de la fin du repas. Ce soir, c'est Monsieur Tai qui régale. Il a droit au mets le plus précieux de la soirée. C'est le cœur du cobra. C'est le cœur du cobra. Le cœur du cobra qu'ils ont dégusté tout à l'heure, encore palpitant dans sa petite coupelle. D'après le patron, ça soigne le cancer. Lui, il en mange? Vous voulez lui demander? Non, c'est trop précieux, c'est trop cher. Je réserve ça pour mes meilleurs clients. À Ho Chi Minh Ville comme à Hanoï, on peut manger ces animaux dans les restaurants en toute légalité. Mais au Vietnam et surtout à la campagne, on consomme aussi du chien et surtout du chiot qu'on réserve pour les très grandes occasions, comme le mariage. Hirohisa Koyama, 3 étoiles au guide Michelin japonais, est une star dans son pays. C'est un bouillon. C'est essentiel dans la cuisine japonaise. Coquille Saint-Jacques et gambas. Ce soir, il est l'invité d'un amoureux de la cuisine japonaise, Joël Robuchon, le cuisinier aux 17 restaurants et 28 étoiles. J'ai un avantage avec lui, c'est que je parie mince, vous avez remarqué, non, quand même, non? Pour faire plaisir à son ami, Koyama a quitté Tokyo pour une démonstration devant une 50aine de personnalités. Ambassadeurs, industriels ou admirateurs, comme le cuisinier Thierry Marx. Le repas débutera avec cette pâte orange, le karasumi, obtenu en faisant sécher au soleil des œufs de poisson. Un mets raffiné et cher qui doit être découpé avec précision. Pour découper correctement, on doit appuyer avec tout le bras et le haut du corps depuis l'épaule, ce qui permet de stabiliser les hanches. Regardez comme ça brille. Le toucher sous la langue est très doux. Pour la suite du repas, Koyama a réalisé 18 bouchées, des mignardises, présentées comme autant de petits bijoux dans cet écrin, appelé un bento. On y va tout de suite, comme ça tout le monde va se mettre à table, hein, la muse-bouche. Le temps fort du repas de Koyama, une lotte mitonnée dans un fumé au miso blanc. Le miso est un aliment japonais traditionnel, à haute teneur en protéines, au goût salé très prononcé, fabriqué à base de graines de soja et de riz fermenté. Et du saké? Saké. Pour finaliser le plat, dernière rasade de saké, l'alcool de riz. En France, vous cuisez trop les aliments. Après, ils ne sont plus assez tendres, alors vous rajoutez de la crème. La simplicité de la cuisine nippone, ce sens de l'essentiel, c'est ce qui séduit le chef français depuis plus de 40 ans. J'aime parce que c'est pas riche, oui. Il n'y a pas de crème, il n'y a pas de matière grasse, c'est très bon. Mais c'est très parfumé. La cuisine japonaise n'est pas très connue des Français. Les Français connaissent surtout les sushis, le sashimi, mais connaissent pas vraiment la cuisine typique japonaise. Maintenant, on voit des cuisiniers japonais venir s'établir en France. Donc ils apportent vraiment un goût authentique de la cuisine japonaise. Koyama ouvrira dans les prochains mois son propre restaurant à Paris. De nombreux autres chefs japonais ont déjà sauté le pas. Un samedi, 2 h du matin, l'heure du réveil d'Hiroki Yoshitake et de son commis. Comme tous les jours, ils vont faire leurs courses à Rungis. À 31 ans, Hiroki est la figure de proue de la jeune gastronomie japonaise en France. Dans le pavillon de la Marée, 2000 espèces arrivent chaque matin. Cru ou cuisiné, le poisson est l'élément principal de la cuisine japonaise. Non, ça c'est pas ce qu'il nous faut. Celle qui récupère les plus belles pièces pour le chef, c'est Valérie, négociante à Rungis depuis 25 ans. Ah, bonjour. C'est la fin? Ouais.
Tu veux voir tes produits? Ouais. Allez, on y va. On va aller voir tes grosses Saint-Jacques parce qu'elles sont vraiment belles. Ces dernières années, Valérie a constaté l'arrivée de nombreux chefs japonais sur le marché. Celui-là, il est beau. Les autres sont pas terribles, mais t'as vu, celui-là, il est beau. Ouais. Celui-là, on pourrait presque l'embrasser. Des cuisiniers experts dans l'origine et la qualité des poissons, qui, comme Hiroki, exigent plus que la fraîcheur. Et ça, c'est des grosses tailles. Ce que je recherche, ce sont des produits qui vont bien ensemble, qu'il y ait une harmonie. Par exemple, si je cuisine des légumes rouges, je veux des poissons avec une chair rouge. Ça ira mieux ensemble. Les Japonais, c'est des artistes. C'est pas des cuisiniers pour faire de la cuisine. Ces gens-là, ils s'inspirent de jolies choses. Déjà, c'est des poètes dans l'âme. Donc voilà, il faut que ça soit joli. C'est plus que joli. Voilà, c'est ça qui l'inspire. Il veut quelque chose qui est doux et qui brille. Ouais. Salut. Ces emplettes se poursuivent dans un marché du 16e arrondissement de Paris. Chez un maraîcher où l'on peut croiser des personnalités, comme Pierre Arditi, et de nombreux légumes qui sont beaucoup moins connus, comme cette cucurbitacée, le kabocha. Kabocha, un petit marron japonais, avec un goût de marron. Excellent. Les légumes sont au cœur de la cuisine nippone, car pendant des siècles, les Japonais n'ont pas pu manger de viande, obéissant ainsi à un précepte de la religion bouddhiste. Choux multicolores, radis verts, navets noirs, la variété des végétaux est infinie, comme les façons d'accommoder et de préparer les légumes. Ouais. C'est quoi? Racine de persil. Je vais utiliser ce légume avec des bulots. C'est du persil blanc. Je l'utilise intégralement pour ne rien gâcher. La racine en salade et les feuilles, je vais les faire revenir dans du beurre. Sur les étals de ce maraîcher, toujours plus de légumes japonais, pour satisfaire la demande des compatriotes d'Hiroki, toujours plus nombreux. Hiroki, lui, est installé depuis 2010 dans le 5e arrondissement de Paris. Son restaurant s'appelle Sola, le ciel en japonais. Dépêchez-vous. Prévoyez une assiette de plus pour le service. Hiroki a été formé par un chef français dans un restaurant de Tokyo. Il y a 5 ans, il arrive à Paris, travaille pour plusieurs tables étoilées, avant de s'installer à son compte. Il aime revisiter les classiques de la gastronomie française, comme cet éclair qu'il a transformé en amuse-bouche salé, nappé de sauce miso et couronné de foie gras caramélisé. L'an dernier, Hiroki a reçu sa première étoile, une récompense liée notamment à son art de la découpe. Ses maîtres japonais lui ont appris à trancher une viande dans le sens de la fibre, le secret pour sublimer son goût. Comme pour ce suprême de canard, servi sur un lit de ciboulette japonaise. Le chef veut que ses commis aient la même dextérité. C'est peut-être pour ça qu'en cuisine, il n'y a que des Japonais. Mais ce n'est pas la seule raison. J'ai essayé d'embaucher des Français, mais ils sont pas assez travailleurs. Parfois, ils ne viennent pas. Ça dépend de leur humeur. On peut pas leur faire confiance. Dans ce restaurant, pas de menu établi à l'avance. Le chef crée les plats en fonction du marché et de son inspiration. Aujourd'hui, il travaille le crabe royal, acheté ce matin à Rungis. C'est un beurre noisette avec du yuzu. Le yuzu est un agrume japonais qui apporte une saveur particulière au plat. Quand il crée, Hiroki soigne autant le goût que la présentation de son assiette. Il faut que je pense à l'aspect visuel, aux parfums, aux herbes que je vais ajouter. Il ne faut pas que ça soit ennuyeux visuellement. Des assiettes composées comme des tableaux. Dorade royale à la sauce shiso, encornée aux oignons des Cévennes, ou Saint-Jacques juste poêlé avec navet daikon. Pour manger ces plats,
Les clients doivent patienter un mois avant d'obtenir une table. On va commencer par ici. Et se plier au rituel du salon japonais. Il faut enfiler des chaussons avant de pénétrer dans cette cave médiévale. Hiroki l'a transformée en ryokan, l'auberge typique de son pays. Une fois installée, la cérémonie commence avec cette pastille. Arrosée, elle se métamorphose en serviette. Puis vient le temps de la dégustation. Au menu, 12 plats différents vont se succéder pour une addition de 100 € par personne. On a une entrée froide, une entrée chaude, un poisson, une viande, un dessert. Donc c'est complètement différent d'un repas à la française. C'est trop bon en plus. Ce qu'on aime bien, je pense, c'est la variété des aliments. On a alterné viande, poisson, etc. Et à chaque fois finement cuisiné, c'est très très bon. Si Hiroki s'est installé à Paris, c'est parce que cette ville est toujours la capitale mondiale de la gastronomie et qu'elle reste un passage obligé. J'ai envie de travailler à New York, à Tokyo ou à Londres. Pour y arriver, je dois absolument réussir en France. Après, je serai reconnu partout dans le monde. Cette réussite a un prix. Hiroki travaille 6 jours sur 7. Le 7e, il dort. Le chef a choisi d'habiter le Paris carte postale, celui qui attire des milliers de ses compatriotes. Il loue un 2 pièces dans la très touristique rue Mouffetard. 40 mètres carrés, où il a à peine pris le temps de défaire ses valises. Son appartement ressemble plus à celui d'un étudiant qu'à celui d'un chef étoilé. Il vit seul pour consacrer 100% de son énergie à la cuisine. Oui. Oui, Kohina. Bonjour, Kaina. Sa femme, Nana, et sa fille Kohina, 6 mois, sont restés à Tokyo. Ma chérie. 4 mois qu'il ne les a pas vus. Regarde, papa. Je viens de lui faire manger une soupe de riz. Elle a bien aimé. Ça me pèse beaucoup, la solitude. J'ai besoin de parler à ma famille chaque jour. Et quand je les vois, je retrouve le sourire. C'est très triste. Il nous manque beaucoup, beaucoup. On l'appelle Papa Skype. En venant à Paris, je savais que ça allait être très dur. Mais j'assume. Quand on choisit ce métier, on est obligé de bouger. C'est un sacrifice, mais je le fais pour l'instant. Si le succès de son restaurant perdure, Nana et Kohina viendront vivre avec Hiroki en mai prochain à Paris. Cette pâtisserie d'un quartier huppé de Paris a été ouverte, elle aussi, par un Japonais. C'est assez inattendu, car là-bas, les desserts n'existent pas. Ganache de chocolat noir et crème montée vert. Longtemps, le Japon n'a pas utilisé de beurre, d'œuf ou de farine pour ses pâtisseries. Aujourd'hui, un chef a franchi le pas. Pour s'offrir une seule de ses créations, les clients sont prêts à débourser jusqu'à 7 €. Cette petite révolution de palais est l'œuvre d'un pâtissier de 45 ans, Sadaharu Aoki. Vous avez une couche de praliné maison et une deuxième couche pour une ganache base de chocolat blanc au thé vert. Ce chef est le premier à avoir mélangé les techniques françaises de la pâtisserie aux saveurs nippones. Dans ses gâteaux, mais aussi dans ses chocolats. Ça, vous avez du wasabi. Wasabi thé. On a mis de poudre wasabi, ça vient du Japon. Des chocolats à la moutarde de wasabi. Au thé vert, en matcha, sésame, orange praliné, yuzu. 40 saveurs présentées comme dans une palette de maquillage. Citron pâle. Service de la culture française et japonaise. Voilà. L'aventure d'Aoki commence en 1990, quand, après avoir obtenu un diplôme de l'école hôtelière,
il quitte le Japon. Je viens à Paris, j'avais 21 ans. Pour moi, c'était capitale de gastronomie. Vous êtes venu avec... Un seul bagage, vous avez comme billet seulement aller. Même mes parents, ils ne savent pas où je vais partir. Mais parce que j'ai peur, si ça ne marche pas. Même pas juste un ou deux mots, bonjour, bonsoir, c'est tout. Aoki apprend les différentes techniques chez des pâtissiers français pendant 4 ans. Sa créativité impressionne. En 1998, il ouvre sa première boutique à Paris. Celui-là, c'est une fois, c'est pas la peine. Si c'est bon, je regarde ça. Pour être certain de vendre ses gâteaux, Aoki mise au début sur des valeurs sûres. Il se fait connaître avec cette tarte bien française au caramel beurre salé. Au fil des années, le pâtissier prend plus de risques et propose à ses clients des goûts moins familiers, comme ces dômes fourrés au pancan, sorte de mandarine un peu plus acide. Il va commencer mou. Et... Ces éclairs au riz soufflé, le gemaisha, ou à la crème de sésame grillée. Aoki n'hésite pas à remplir ses choux de thé vert matcha, un thé au goût d'algues. Son audace paye et le pâtissier peut ouvrir 4 autres boutiques et embaucher 60 personnes. Sa réussite française va faire de lui une icône au Japon. Comme le montre cette vidéo de décembre dernier. Ce jour-là, Aoki présente ses créations dans ce grand magasin de Tokyo. Donc là, déjà, vous savez, 500 personnes pendant 10 minutes. 1 millier de fans attendent la rockstar et se bousculent pour obtenir une dédicace. Ironie de l'histoire, c'est avec une pâtisserie on ne peut plus française que le japonais a conquis ses compatriotes, les macarons. Mais des macarons adaptés au goût du pays. Ceux-là sont au yuzu. 10 personnes en fabriquent jusqu'à 10 000 par jour. Ils seront congelés, expédiés par bateau et vendus dans une dizaine de pays asiatiques. Avec la réussite d'Aoki, plus aucun domaine n'échappe désormais à l'excellence de la gastronomie japonaise. À Piopi, il suffit parfois d'un petit air de tarentelle pour animer la place du village. Quand les premières notes résonnent, Giovannina et Maria ne tiennent plus en place. Vu leur déhanché, on pourrait en douter, mais l'une a 89 ans. Et l'autre, Maria, a fêté ses 90 ans en mars dernier. Alors ces pas de danse, à 23 heures passées, laissent les villageois pantois. Allez Maria! Bravo Maria! Vas-y! Vous n'allez pas vous coucher? On a toute la nuit devant nous. Les gens qui veulent dormir, bah qu'ils dorment. Et puis c'est comme ça. Elle est infatigable, indestructible. Celle que tout le village surnomme la danseuse vit sur la côte, à 150 km au sud de Naples, dans une région qu'on appelle le Cilento. Maria vit seule, mais elle passe très peu de temps chez elle. Je vais à l'église, à chaque sortie, je me coiffe. J'étais belle quand j'étais jeunette. Maintenant, je suis vieille. Que mes cheveux soient coiffés ou pas, je suis vieille.
Là, j'ai la photo de mon mari. Maria est veuve depuis 5 ans. Son mari est mort à l'âge de 83 ans. Mais dans sa famille à elle, ils se sont tous rapprochés des 100 ans. Mon père est mort à 94 ans, ma mère, 97. Et j'ai des sœurs, elles sont toutes mortes vieilles. Un frère mort à 94, un autre 97, encore un autre 98 ans. Il n'y a plus que moi. La vie de cette presque centenaire est rythmée par les cloches de l'église. Quelle que soit la distance, pas besoin de chauffeur. Maria se rend n'importe où, en marchant, ou plutôt en trottinant. Salut camarade. Tu vas à la messe? Quoi? Tu vas à l'église? Quoi? Tu veux venir? Il est trop tôt. Ah, trop tôt. Il est même pas 18 h. Peu importe, elle y court, Maria. Et puis au village, il y a toujours de vieilles copines avec qui discuter. Maria, Carmelina. Carmelina, fais-moi une petite place. Mets-toi ici, parce que j'ai mal aux pieds. Vous êtes fatiguée, Maria? Fatiguée? Non. Je me fatigue jamais. Elle ne se fatigue jamais. Quels sont vos problèmes de santé alors, Maria? Je sais pas. Parce que Dieu merci, j'en ai pas. Pourtant, Maria a travaillé durement dans les champs toute sa vie. Ses parents étaient agriculteurs. Dans les rangs de la petite église, comme dans toute la région, des personnes très âgées et en bonne santé, il y en a beaucoup. À Piopi et dans les villages environnants, sur 2500 habitants, 50 sont centenaires ou quasi centenaires. La plupart ont une santé de fer. Ici, très peu souffrent de problèmes cardiaques graves et il n'y a quasiment pas d'Alzheimer. Cette résistance intrigue les scientifiques du monde entier qui cherchent à percer le mystère depuis plus de 50 ans. L'une des principales causes de mortalité aux États-Unis, ce sont les maladies cardiovasculaires. Le premier à s'y intéresser est cet Américain, Ansel Keys, chercheur et nutritionniste de renom. Dans les années 60, il s'installe dans la région pour comprendre le secret de longévité de ses habitants. Il est frappé par leur faible taux de cholestérol et l'absence d'obésité. Selon lui, la principale explication serait l'alimentation. En 1975, il publie ce livre sur ce qu'il appelle la diète méditerranéenne. Ce régime, les habitants du coin sont encore nombreux à le suivre à la lettre. Comme Antonio, 90 ans, l'un des voisins de Maria. Je lis Zagor. J'aime bien ces petites bandes dessinées. Ça parle de programmes d'espionnage, de combat. Mais tout ça, c'est de la science-fiction, bien sûr. C'est sûr. Quand il n'est pas plongé dans ses BD pour adolescents, Antonio passe son temps dans son potager, à 500 mètres de chez lui. Il a 3 enfants et 7 petits-enfants. Il est veuf, mais ses 1200 mètres carrés de parcelles ont de quoi l'occuper. Chaque matin, dès 6h30, l'ancien ouvrier en bâtiment cueille ce dont il a besoin pour le déjeuner. Des fleurs de courgettes. Là, il y a des poivrons. Venez. Je les laisse sur la plante car je ne vais pas les manger aujourd'hui. Et ici, il y a des aubergines. Et voilà. Il cultive tous ses fruits et légumes sans aucun produit chimique. Voilà. Je donne à manger aux cochons. Au milieu de son potager et de ses animaux, le vieil homme semble épanoui. Allez, allez. Moi, ça m'amuse. Je passe beaucoup de temps ici. Je m'y sens bien.
Antonio n'emploie pas d'aide à domicile. Il cuisine lui-même ses légumes du jardin. Il n'achète presque rien et surtout pas de produits industriels. Je suis en train de préparer des haricots avec une pomme de terre, de la tomate et de l'oignon. Et un peu de romarin du jardin, connu pour ses multiples vertus, notamment anti-inflammatoires et antioxydants. Là, ce sont des beignets de fleurs de courgette. Mais la friture, je n'en fais pas souvent. Une fois par semaine, pas plus. Jamais d'excès. Même pour le vin, il ne boit pas plus d'un verre par repas. Il consomme également très peu de viande. Et 1 à 2 fois par semaine, du poisson. Depuis toujours, les habitants du Cilento mangent des poissons bleus. Maquereaux, sardines, anchois. Ils sont bon marché et pêchés chaque jour près des côtes. Riches en minéraux et en oméga 3 qui sont bénéfiques pour lutter contre le mauvais cholestérol. Surtout, ils ne sont pas contaminés par des produits toxiques. Sans industrie aux alentours, les fonds marins sont particulièrement propres. Le Cilento est une réserve naturelle protégée, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. De la mer à l'assiette, il n'y a que quelques mètres à faire. Livraison chez Ernestina, qui tient un restaurant familial dans le village d'Acciaroli. Alors celui-là, ok. D'accord. Ah, un instant. Il y en a un qui s'échappe. Il est encore vivant. Je voudrais prendre quelques rougets, c'est possible? Des rougets pour la friture? Les poissons bleus et l'alimentation méditerranéenne ne sont pas les seuls secrets de longévité du Cilento. Ici, beaucoup de personnes âgées restent très actives après 90 ans. Et ça les maintiendrait en forme. Dans les cuisines du restaurant d'Ernestina, Rosa, 80 ans, la belle-mère de son frère. Et le plus étonnant, la mère d'Ernestina, âgée de 94 ans. Maria n'a jamais cessé de travailler. Tous les jours, elle aide à préparer les spécialités. Des pâtes aux fruits de mer ou l'aqua salée, une préparation à base de pain dur, de tomates et d'un soupçon d'huile d'olive. Jean Vincenzo, j'ai besoin de la chapelure. Maria prépare de la maruzzella, des anchois farcis à l'ail, au persil et à la chapelure. Une recette typique du Cilento. En haute saison, elle travaille 7 jours sur 7 aux côtés de sa fille. Le fromage, on met celui-là ou l'autre? Celui-là. Elle arrive le matin à 8h30 et ne repart qu'à 20h. Maintenant, on va faire des caviatelli. La fabrication des pâtes maison, son petit plaisir de la journée. Il lui suffit d'une planche en bois et d'un cajot posé sur une chaise pour passer à l'attaque. On leur donne la forme des caviatelli avec 2 doigts, comme ça. On les rend légères. Avant, on mangeait plus souvent des pâtes faites à la main. On faisait pousser le blé, on fabriquait la farine, on faisait tout nous-mêmes. On ne faisait que travailler, et on travaillait dur. On faisait des allers-retours dans les montagnes, en portant le blé sur la tête, avant de le semer. On travaillait comme ça, des journées entières. Encore aujourd'hui, à 94 ans, elle produit jusqu'à 14 kilos de caviatelli par jour. Tire, tire, tire. Pour nous, c'est la reine des caviatelli. Maria est bénévole. C'est elle qui exige de travailler au restaurant pour s'occuper. D'ailleurs, quand l'établissement ferme, elle perd goût à la vie. Pendant l'hiver, je suis à la maison, parfois sans rien faire. Et quand je reste immobile comme ça, je ressens des douleurs physiques. Alors que quand je travaille, j'ai l'impression d'être plus en forme.
Du coup, de temps en temps, on essaye de la remotiver et on lui dit « Il y a une cousine qui aimerait bien des caviatelli ». Et tout de suite, elle se met au travail. La vitalité de Maria est le moteur de toute la famille, notamment pour la dernière génération. Alfredo, 19 ans, est le fils d'Ernestina et l'un des 7 petits-fils de Maria. Elle est exemplaire. Parce que la voir à 94 ans, travailler beaucoup plus que les copains de mon âge, c'est une manière de se souvenir que la vie est infinie. Et que même quand on devient vieux, on peut vivre heureux et bien. Elle a beau être en pleine forme, Maria demande à voir son médecin une fois par semaine. Oh Maria, j'ai changé de bureau. Je suis mieux installé ici. T'as vu? Comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ça veut dire que je suis en forme. Ces derniers temps, avec le restaurant, Maria n'a pas pris une seconde pour elle. Bonjour. Moi, je pensais qu'elle me trompait, parce qu'avant, elle venait plus souvent. Le docteur Buenadonna s'occupe d'elle depuis plus d'1 an. Notant de légères irrégularités au niveau cardiaque, il lui a prescrit des médicaments. Bien, on a choisi le bon traitement, parce que tu vas très bien. Physiquement, vous diriez qu'elle a quel âge? Je dirais qu'elle a 70 ans. 70 ans? Ah oui, quand même. Mais pourquoi elle vient vous voir alors? Elle vient pour le plaisir de me voir et de discuter avec moi. Maria est ravie, mais déjà repartie. Les caviatelli n'attendent pas. Parmi les patients du docteur Buenadonna, 30 ont plus de 90 ans. Pour lui, au-delà de l'alimentation et de l'activité physique, il y aurait une autre explication à leur longévité. Rester à l'écoute d'une personne âgée, c'est résoudre la moitié des problèmes qu'elle peut rencontrer. Lui faire sentir qu'on la prend en considération est probablement l'un des meilleurs médicaments qu'on puisse lui administrer. Ce jour-là, il rend visite au doyen de ses patients, qui n'est autre que le frère de Maria, la reine des caviatelli. Je peux rentrer? Cher Antonio, comment ça va? Antonio a 100 ans. Tu es tranquille? Et Amina, elle est où? Je suis là. Salut Amina. Et Amina, 93 ans. Docteur. Comment ça va? Antonio a du mal à marcher, mais pour le reste, tout va bien. Extraordinaire, excellent. Il va bien alors? Très bien. On va encore pouvoir se chamailler alors? Oui, vous allez encore pouvoir vous chamailler. Lui, il va jamais mourir. Comment faites-vous pour aller si bien, Antonio? Je sais pas. Pourtant, j'ai fait la guerre pendant 3 ans. C'était le feu, le feu, le feu. Nuit et jour. Dans les années 40. Je sais pas comment je fais pour être encore en vie. Amina soigne très bien son mari. Ici, on dit qu'elle s'en occupe de la même manière qu'on cultive le persil dans un vase. Antonio et Amina se sont mariés en 1950. Lui était pêcheur, elle vendeuse de fruits et légumes. Ensemble, ils ont eu 2 enfants et 3 petits-enfants. Près de 70 ans de vie commune et un amour immortel. Amina a même écrit un poème sur le jour de leur rencontre. Sa mémoire est intacte. Le pêcheur. Assise sur un rocher, je vis une vague doucement arriver. Quand apparut une petite barque à moteur, avec à son bord un pêcheur. Sur son bateau, il m'invita à monter.
Nous fîmes un tour de toute beauté. Le moment est devenu si enchanteur que je suis devenue l'épouse du pêcheur. Superbe. Bravo, Amina. En juillet dernier, des chercheurs italiens et américains ont lancé une nouvelle étude scientifique. Amina et son incroyable vivacité d'esprit, Maria et 23 autres quasi-centenaires se sont prêtés de bonne grâce aux prises de sang et aux échographies. L'étude, publiée il y a quelques jours, a révélé que leur sang contient peu d'adrénoméduline, une hormone dont la faible concentration favoriserait une très bonne circulation sanguine. Peut-être enfin un début d'explication scientifique à la longévité des habitants du Cilento.